Bien les camarades, les amis de lutte, on poursuit ces belles journées de l'éco-syndicalisme. Après nos camarades, les papes-chapes de la chapelle d'Arblay hier, qui nous ont présenté leur film. Après les camarades locaux, travailleurs et travailleuses, qui ont expliqué leur démarche. On accueille maintenant une conversation que nous on a hâte vraiment d'entendre. Parce qu'on a d'abord notre secrétaire confédéral à l'environnement et à la transformation de l'appareil productif qui est là. Et nous, on attend aussi voilà, la parole de la CGT. La CGT, c'est le fédéralisme, on a nos syndicats, mais quand il y a une concordance entre les bases et puis notre confédération, et ben, ça nous plaît. On aura les états généraux de l'industrie et puis de l'environnement qui vont se dérouler le 28 mai. C'est des belles perspectives pour les travailleurs et travailleuses, dans une perspective de réappropriation de l'outil de travail, de la transformation de l'appareil productif et donc du point de vue du travail, de l'anticapitalisme et de la lutte des classes. Et puis cette conversation qu'on attend beaucoup avec Daniel Tanuro, parce que c'est aussi l'idée de ces journées-là, hein, qu'elles soient ouvertes à tous. Nous on réfléchit ensemble, mais c'est toujours d'avoir une conversation avec voilà, ce qu'on appelle habituellement les amis de lutte. Parce que si ces journées, elles existent aujourd'hui, et localement dans le 44, c'est aussi la suite des discussions qu'on a eues avec les copains et copines de Notre-Dame-des-Landes, avec les copains et copines de Amazon, de Stop Amazon XXL, de Méthaniseur, bref, il y a plein de luttes comme ça qui sont intéressantes. On ira d'ailleurs jeudi prochain devant quelqu'un qui se dit maraîcher industriel, Vinet, mais en fait qui exploite les travailleurs et travailleuses du monde entier, les plus précaires, et puis qui exploite aussi la nature. Et c'est bien ce que nous dit Karl Marx, ou ce que nous disait Karl Marx, le capital épuise la nature et le travailleur dans le même mouvement. Et Daniel Tanuro, on avait essayé de le faire venir, ça fait quelques années qu'on discute ensemble, parce que ses livres, ils nous intéressaient. Il parlait du travail, il parlait de nous, et ça c'était la première chose. Le premier livre qu'on a lu, c'était L'impossible capitalisme vert, parce que ça c'est un enjeu aujourd'hui. Comment on fait pour que le capitalisme, là on est à un tournant sans doute, hein, et on voit toute la bataille qu'il met en œuvre pour faire que l'écologie veut encore le mettre de son côté, et puis surtout pas changer de système. Ensuite, trop tard pour être pessimiste, je vous dis que les titres, mais qui dénotent aussi une démarche qui est la nôtre, c'est pas l'éco-anxiété, c'est comment on agit, quoi. Y compris face à l'urgence climatique, mais comment on agit du point de vue de nos productions. Et puis, dans son dernier livre, le titre Écologie, lutte sociale et révolution, rien que le titre nous allait bien, mais dans le contenu, je vous confirme qu'il nous va bien. Et puis, même s'il n'est pas la CGT, eh bien, en tout cas, il place le rôle des travailleurs et travailleuses comme central, je pense, hein, comme central dans le moment qu'on est en train de vivre pour réussir à changer de système et à la hauteur des enjeux. Voilà les camarades, bonne conversation et je passe la parole tout de suite à Stéphane. Merci Ronan. Bonjour à toutes et tous. Pour donc poursuivre le programme de cette journée consacrée à l'éco-syndicalisme, les organisateurs ont souhaité que l'échange auquel nous allons assister se tienne sous la forme d'une conversation. Au XVIIe siècle, l'écrivain français de La Rochefoucauld indiquait que bien écouter et bien répondre est une des plus grandes perfections que l'on puisse avoir dans la conversation. Aussi, les 90 minutes que nous allons passer ensemble seront donc cordiales et respectueuses, rien à voir avec les débats télévisés qui sont habituels aujourd'hui sur les différentes chaînes françaises. Nous aborderons au cours de ces 90 minutes 3 thèmes, l'état de la planète et l'impérieuse nécessité d'agir sur l'outil de production, la capacité actuelle des travailleurs d'agir dans les luttes écologiques, l'écosyndicalisme, moteur de la transformation de la société ou utopie. À l'issue de cette conversation, nous prendrons une trentaine de minutes pour que vous puissiez poser quelques questions à nos deux invités. Daniel Tanuro, ingénieur agronome, membre de la gauche anticapitaliste, théoricien et militant infatigable de l'écosocialisme. Sébastien Ménesplier, agent EDF, secrétaire général de la FNME, la Fédération nationale Mines Énergie CGT, et membre de la direction confédérale en charge des questions industrielles et enjeux environnementaux. La CGT qui présentera le 28 mai prochain son plan d'action syndical pour l'industrie et l'environnement.
Du local au global, quelle est votre réaction, Daniel et Sébastien, votre réaction, vos commentaires suite à la table ronde à laquelle nous avons assisté? Daniel. Je trouvais ça extrêmement riche, très intéressant et focalisé sur ce qui est le problème le plus aigu, c'est-à-dire le travail dans les secteurs de l'énergie et de l'industrie. C'est là qu'il y a le plus de difficultés, me semble-t-il, à convaincre des travailleuses et des travailleurs du fait que, comme le disait Julie tout à l'heure en introduction, l'urgence écologique et l'urgence sociale ne sont pas opposées, elles sont liées. Et personnellement, j'irais même plus loin, je dirais, c'est la même urgence, n'est-ce pas? C'est la même urgence, car nous faisons partie de la nature, c'est une banalité de le dire, et saper, comme disait Marx, la source de richesse qu'est la nature, c'est par définition saper l'existence même de l'humanité sur cette terre, et les premières victimes de cette œuvre de sape, c'est évidemment les moins favorisés dans cette société, c'est-à-dire les travailleurs, les travailleuses, les petits paysans, les masses pauvres des pays du Sud. Donc c'est un combat de classe. Sébastien. Moi j'ai trouvé la première table ronde très intéressante parce que d'abord ça met en évidence l'intelligence des travailleuses et des travailleurs qui sont capables au XXIe siècle de défendre leur emploi tout en se préoccupant des enjeux environnementaux. Alors bien entendu, on pourra me dire, et je l'accepterai, c'est pas le cas partout, il est vrai. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a besoin de pouvoir dépasser nos contradictions, convaincre. Donc le débat, ça fait partie des moyens qui nous permettent de convaincre, et puis surtout d'anticiper les mauvais coups du capitalisme, et de celles et ceux qui aujourd'hui créent les conditions de polluer, et puis de ne pas se préoccuper des enjeux écologiques. Donc on voit que les enjeux industriels et énergétiques ont été mis en avant plus que d'autres enjeux, et du coup je ne suis pas intervenu pour apporter des réponses, mais je vais me permettre simplement de replacer le débat de l'énergie dans quelque chose qui aujourd'hui a fui véritablement le pays, parce que les directives européennes ont obligé les États à perdre leur souveraineté. Et donc en fait l'énergie est devenue un bien marchand, ce n'est plus un produit de première nécessité, et comme tout bien marchand, c'est le capital qui le pilote, et au gré du marché, certaines et certains s'enrichissent. Donc aujourd'hui, oui, il y en a qui ont compris qu'avec l'énergie, on pouvait faire beaucoup d'argent. Ce qui est malheureux, la CGT, elle considère que l'énergie, c'est un bien de première nécessité, c'est un bien commun qui doit être organisé dans un service public et qui doit surtout avoir une maîtrise publique, quelle que soit la filière. Donc opposer les énergies entre elles, c'est véritablement pas du tout notre sens et nos orientations, bien au contraire. Mais aujourd'hui, on ne peut pas parler d'enjeux sociaux, environnementaux, d'industrie et d'énergie sans se dire qu'on doit être en capacité de replacer dans un contexte l'intérêt général et le bien commun. Merci. Daniel, dans tes ouvrages, 5 essais depuis 2010 maintenant, dans tes ouvrages, tu dresses un état de la planète que tu lis au mode de production capitaliste, modèle dominant depuis la chute du mur de Berlin dans les années 90. Tu parles de cataclysme. Est-ce le constat, le terme qui qualifie le mieux l'état de la planète aujourd'hui en 2024? Non, on n'en est pas là. Je dirais, nous sommes, le terme qu'on décrit le mieux l'état de la planète aujourd'hui, c'est le terme catastrophe. Cataclysme et catastrophe sont deux choses différentes. Du point de vue étymologique, si on se réfère au grec ancien, la catastrophe, c'est un changement global d'un système. Le cataclysme, c'est plus que la catastrophe. Le cataclysme, c'est un changement global, une catastrophe qui affecte le globe terrestre en tant que tel. L'exemple classique, c'est le déluge biblique.
Ça, c'est un cataclysme. Ou la chute de la météorite dans le Yucatan qui, 60 millions d'années, a fait disparaître les dinosaures sur Terre, ça, c'est un cataclysme. Nous n'en sommes pas là, mais nous allons dans ce sens-là. Nous allons indiscutablement dans ce sens-là, et nous allons dans ce sens-là pour une raison de fond, qui est que le système économique, social dans lequel nous vivons, le capitalisme est productiviste par définition. Le capitalisme, comme l'analysait Marx déjà dans le livre 1 du Capital, produit pour la valeur abstraite, et il n'y a jamais assez de valeur abstraite. Quand le capitaliste fait du profit, le profit, il le perçoit sous forme d'argent, la plus-value réalisée, et l'argent, ça ne nourrit personne. Ça ne se mange pas, l'argent. Donc le profit doit être réinvesti pour produire encore plus de profit. Donc le système dans lequel nous vivons est productiviste par définition, et ce productivisme est sans limite. Ça aussi, Marx le dit. Il n'y a pas de limite a priori au développement du capital, à la frénésie, à la boulimie de profit du système capitaliste, et si on ne l'arrête pas, il dévorera, il condamnera les conditions de vie sur Terre. Alors, pas pour tout le monde, c'est ça le problème, mais les principales victimes, comme je le disais il y a un instant, seront les travailleurs et les pauvres en général, les femmes en particulier, les personnes âgées, les enfants, c'est ça, les victimes de cette boulimie productiviste du capitalisme. Alors, pour donner, je ne vais pas me lancer dans une description détaillée de l'état de la catastrophe aujourd'hui, mais il faut savoir que selon le dernier rapport du GIEC, entre 3 milliards et 3 milliards et demi d'êtres humains sur cette planète, à l'heure actuelle, plutôt il y a 3 ans, quand a été écrite cette partie du rapport, entre 3 et 3,5 milliards d'êtres humains sur cette planète sont déjà victimes d'impacts sévères du réchauffement. Et ces 3 à 3,5 milliards d'êtres humains sont principalement des pauvres des pays du Sud global, comme on dit, qui ne portent pas de responsabilité ou une responsabilité absolument dérisoire, infime, dans la catastrophe qui est en cours. Au contraire, même les pays les plus pauvres n'ont aucune responsabilité dans cette catastrophe. Ils ne sont pas responsables de cette accumulation de CO2 qui est le produit de 2 siècles de combustion des combustibles fossiles principalement. Alors, il est de bon ton dans les médias de ramener tout ça, d'écarter cette analyse de classe, cette analyse sociale mettant en cause le capitalisme, de tout ramener aux comportements humains, à la volonté de développement à tout prix de l'espèce humaine. Il y a même des auteurs à succès qui ont dit que toute l'histoire du développement humain était jalonnée d'écocides. C'est, je pense, une contre-vérité. Je pense que l'écocide, le vrai écocide qui implique d'avoir la connaissance des conséquences des actes qu'on pose, ça, sinon on pourrait taxer d'écocide des accidents fortuits. Donc l'écocide implique une conscience des conséquences des actes, et de ce point de vue-là, l'écocide qui est en cours aujourd'hui est un attribut du capitalisme. Aucun autre système social économique dans l'histoire n'a commis d'écocide, n'est-ce pas? Il y a eu des accidents écologiques commis, si on veut, par inadvertance. Exemple classique, l'île de Pâques. Il y a un auteur à succès, Jared Diamond, vous le connaissez sans doute, qui a commis un ouvrage dans lequel il explique que la destruction de la civilisation de l'île de Pâques a été due au fait que les indigènes voulaient absolument construire des statues prétentieuses pour le plaisir de leurs tyrans, de leurs maîtres qui étaient des tyrans, qu'ils ont abattu tous les arbres de l'île pour transporter les statues. Il y a un jour 2 scientifiques américains de l'île d'Hawaï, des spécialistes des sociétés du Pacifique, qui ont été séduits par cette hypothèse, qui ont dit « Ah ben voilà une explication, mais il faut la vérifier, ce n'est qu'une hypothèse ». Ils ont obtenu des subsides du gouvernement américain pour mener des fouilles archéologiques sur Pâques, et ils ont conclu très honnêtement que tout était du pipeau, et que les statues n'étaient pas transportées par des rondins, que les statues étaient transportées comme on déplace un frigo, en le faisant balancer
et que la destruction de la forêt qui existait sur l'île de Pâques est un accident parce que les Polynésiens qui ont conquis l'île avaient amené par inadvertance sur leur grand catamaran, avaient amené des rats, et que les rats ont bouffé, étaient très friands des fruits des grands palmiers qui formaient la forêt de l'île. Ils ont bouffé les fruits, et comme les rats se reproduisent très vite, tandis que les grands palmiers mettent 60 ans avant de produire des fruits, après quelques décennies seulement, la forêt a complètement disparu. Donc voilà, il faut vraiment se rendre compte que cette question écologique, cette question de l'écocide est une question extrêmement moderne et qu'elle implique inévitablement une lutte contre le système capitaliste et son productivisme. Les conséquences, on pourrait parler de calamités météorologiques, que ce soit les inondations, les vagues de chaleur, les tempêtes à répétition. C'est cela les conséquences de ce système capitaliste aujourd'hui sur notre environnement? Oui, sur notre environnement, mais c'est aussi les conséquences sociales. C'est aussi le fait que, après 2 siècles de soi-disant développement capitaliste, les inégalités sociales ne font que croître. Les deux sont absolument inséparables. Quand je disais ce chiffre de 3 milliards à 3 milliards et demi d'êtres humains qui sont menacés du changement climatique, sont en même temps pour la plupart des gens qui manquent de l'essentiel. Et tant qu'on reste dans le système capitaliste qui donne l'illusion qu'il va répondre aux besoins par plus de développement, plus de production, plus de profit, on reste dans cette cage où tourner en rond, on fait tourner les écureuils, là, vous voyez. Et donc la classe ouvrière est quelque part obligée de faire tourner la cage comme les écureuils font tourner la cage. Et donc il faut quelque part un travail pour comprendre, un travail d'analyse. Et c'est pourquoi vos journées aujourd'hui sont tellement précieuses. Un travail d'analyse pour que ceux qui font tourner cette société capitaliste par le travail comprennent qu'en la faisant tourner, ils contribuent à leur propre destruction et à la destruction de leurs frères et sœurs de classe sur la planète. Sébastien, au regard de ces constats, quel est selon toi l'état de conscience de la classe des travailleurs? C'est une très bonne question, Stéphane. Merci. Bien entendu, l'état de conscience, elle est pas différente, mais elle est forcément pas prise au même niveau, suivant finalement l'impact de la situation climatique sur les filières et sur les métiers. Mais je disais tout à l'heure, en fait, le système capitaliste, quand il agit de manière malsaine sur l'industrie, sur nos emplois, sur nos métiers, eh bien oui, forcément, la classe ouvrière, elle doit se réveiller pour organiser la lutte, pour défendre son emploi et prendre en compte les enjeux environnementaux. Mais en même temps, il y a aussi les enjeux sociaux qui sont fondamentaux, notamment dans cette période où il y a des luttes pour les augmentations de salaire, où il y a des luttes contre les réformes des retraites, où il y a des luttes contre la réforme de l'assurance chômage, parce qu'il y a ces stratégies néolibérales des politiques qui nous gouvernent, en fait, nous pressurisent tout le temps. Donc, la prise de conscience, elle est différente, en fait, suivant où on se trouve et comment on peut exercer. Pour autant, quand même, la société, elle a évolué. Et on voit dans les exemples qu'on a eu tout à l'heure sur la première table ronde, et on en a d'autres, que de toute façon, cette prise de conscience, elle est de plus en plus réelle. Et tant mieux, on peut s'en féliciter, même si le travail qu'on a à faire maintenant en tant que syndicaliste, c'est justement outiller les militants pour aller rencontrer les travailleuses et les travailleurs et anticiper, ce que j'ai tout à l'heure, les mauvais coups du capital et des politiques néolibérales. Moi, j'ai quelques exemples quand même qui sont dramatiques, parce que si on est rempli de contradictions dans nos débats sur certains sujets, forcément, ceux qui nous gouvernent le sont aussi. En tout cas, ils organisent la contradiction. Mais quand aujourd'hui, il y a des politiques qui sont décidées en Europe et qui disent, d'ici 2035, on arrête la production des véhicules thermiques, pardon. Donc, il faut passer aux véhicules électriques. En France, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on délocalise la production des véhicules thermiques
Et sur le sol, on pourrait penser qu'à la place, on va les remplacer par la production forcément des moteurs électriques. Ce n'est pas le cas. La filière automobile, on a plus de 100 000 emplois qui sont menacés. Parce qu'il n'y a pas une reconversion, il n'y a pas une transformation de l'appareil productif, il y a un arrêt. Et donc, les emplois sont menacés et les travailleuses et les travailleurs, ben, ils sont complètement sous la pression des politiques et du système organisé par les multinationales. Et ça, on peut se dire aujourd'hui qu'en effet, c'est bon pour la planète que de passer du moteur thermique au moteur électrique. En attendant, en France, on fait le choix d'aller le faire ailleurs. Donc qu'est-ce qu'on répond par rapport à ces travailleuses et ces travailleurs qui, eux, demain, vont perdre leur emploi? Encore une fois, je dis, plus de 100 000, hein, c'est dans les 2 ans à venir que je parle. Hein. C'est quand même demain. Donc, d'autres exemples, tu parlais, Daniel, de l'impact du réchauffement climatique sur le travail. Et en effet, il est énorme le réchauffement climatique sur le travail. Il est tellement énorme qu'on a des morts maintenant. On l'a vu en septembre 2023 dans les métiers agricoles, et notamment pour ceux qui font les vendanges au mois de septembre, au mois d'octobre, même au mois d'août, parce que maintenant, avec le réchauffement de la planète, ça commence beaucoup plus tôt. Dans le Champagne, avec les canicules, on a des travailleuses et des travailleurs qui sont décédés. Mais on ne se pose pas la question de comment adapter aujourd'hui la situation avec les horaires de travail, et équiper les travailleuses et les travailleurs justement pour réorganiser et organiser au mieux le travail. Non, en fait, ça continue tel quel, et peu importe. Donc ça, c'est quand même catastrophique. On a vu dernièrement en Gironde, et notamment c'est une entreprise secteur énergétique public, Enedis, et c'est de plus en plus comme ça. C'était aussi en fin d'année en Bretagne. On a maintenant des salariés, quand ils vont dépanner sur les tempêtes, on a de plus en plus de morts. Pourquoi ? Et parce qu'il faut aller de plus en plus vite, il y a de moins en moins de personnel. Donc tout ce contexte en fait lié à désorganisation du travail n'a pas du tout été pris en compte par les entreprises, et ça, pour le coup, on a besoin donc de se projeter pour le combattre et surtout faire en sorte que le travail soit remis au centre des enjeux sociaux et environnementaux. Et donc se préoccuper des enjeux sociaux et environnementaux et du travail, c'est s'occuper de la santé des travailleuses et des travailleurs. Et ça, aujourd'hui, c'est complètement blackpoolé. Voilà, donc dans les constats et dans la préoccupation, on a besoin de travailler, encore une fois, j'insiste, sur l'anticipation des mauvais coups. Ça veut dire, en effet, programmer, réfléchir, et puis construire des projets pour transformer l'appareil productif, parce que de toute façon, on est contraint aujourd'hui de le faire rapidement. Parce que le capitalisme, il va tellement vite, que si nous, on ne prend pas les devants, forcément, on va se faire bouffer. C'est un rouleau compresseur. Hein. Et on voit aujourd'hui tous les métiers qui sont sous tension par le système. Alors, comment agir sur la production avec les collectifs de travail? Et je pense notamment aux organisations syndicales. Il me semble que les collectifs de travail aujourd'hui, et donc les travailleuses et les travailleurs, celles qui connaissent les métiers, ceux qui aujourd'hui font la production au quotidien, on a nécessité en fait de travailler avec ces collectifs pour justement construire l'avenir. Mais je vais le dire comme ça. La question, elle n'est pas de réindustrialiser, par exemple, le pays comme on l'a fait il y a 50 ans, puisqu'on a industrialisé le pays pour les besoins du capitalisme. Aujourd'hui, on a besoin de se poser des vraies questions. C'est quoi nos besoins et comment on veut construire la société de demain pour les générations qui arrivent, enfin les plus jeunes et puis celles qui vont arriver. C'est ces questions-là qu'il faut qu'on se pose. Donc quand on se pose ces questions de quelle société de demain, en dehors de celle construite par les politiques néolibérales et le capitalisme, nous, la CGT, qui sommes une organisation qui se veut transformer la société, on a besoin, avec les collectifs de travail, de s'ouvrir et puis d'œuvrer ensemble pour justement changer le système. Et donc on peut forcément
construire une société de demain en prenant en compte les enjeux sociaux, c'est-à-dire les besoins du quotidien, pouvoir vivre de son travail dignement, et puis prendre en compte les enjeux environnementaux. Mais je le redis, il y a une question fondamentale. C'est comment on construit la société de demain en fonction de nos besoins. Et nos besoins, c'est lesquels? C'est ce qu'on va essayer de voir. Est-ce que cela veut dire que demain, tu vas porter ce type d'initiative dans l'ensemble de la CGT et pourquoi pas des rencontres dans les entreprises? On a besoin, en effet, que la CGT elle puisse être d'une aide pour le monde du travail, mais aussi pour les militants qui sont confrontés à ces situations dans leur syndicat, dans leur entreprise, dans leur société, dans leur établissement. Mais pour cela, ça ne se fait pas en claquant des doigts, ça ne se fait surtout pas en opposant les travailleuses et les travailleurs entre eux, ça ne se fait surtout pas en opposant les mouvements écologiques et les mouvements de lutte sociale, ça se fait justement dans une convergence de lutte. Et cette convergence de lutte, elle ne se décrète pas, elle s'organise au plus près des travailleuses et des travailleurs. Donc ça se construit. Et pour le construire, on a besoin d'outiller les militants, ceux qui au quotidien, encore une fois, sont confrontés à ces enjeux. Ça passe par des formations syndicales, par des journées d'études, ça passe par des débats publics, comme on peut le faire aujourd'hui, pour élever les consciences, pour qu'il y ait une plus grande prise de conscience. Et puis ça passe forcément par, encore une fois, l'anticipation, c'est-à-dire le travail à partir d'analyse de situation dans les territoires, et la construction de projets alternatifs, de projets de conversion, de transformation. Ce qui est certain, c'est que cette richesse et cette intelligence du monde du travail, on doit en tenir compte. Et encore une fois, si on oppose les uns les unes avec les autres, on se trompe. Et il me semble quand même que jusqu'à présent, on a quand même avancé. Maintenant, il nous faut franchir un cap, parce que, encore une fois, le rouleau de compresseur qui est le capitalisme, lui, il avance, et on ne peut pas prendre beaucoup plus de retard qu'on en a déjà pris. Daniel, dans ton dernier ouvrage, Écologie, lutte sociale et révolution, paru en mars dernier, tu pointes les freins à une implication plus forte du monde du travail dans les luttes écologiques. Quels sont-ils, ces freins? Je vais répondre à cette question, mais je voudrais enchaîner sur ce qu'a dit Sébastien Ménesplier à l'instant et dans son intervention précédente. Je crois qu'il est vrai que les choses avancent et qu'elles avancent. Il y a des avancées positives. Et la journée que vous avez organisée aujourd'hui, le débat hier soir sur le film des camarades de La Chapelle, je ne sais plus comment, là, d'Arblay, sont des manifestations de ça. Donc on peut se réjouir, mais ces avancées sont tout de même très lentes et petites, alors que la catastrophe, elle progresse très vite et en grand. Et donc on est confronté, je crois, dans une discussion de ce genre, à cette énorme difficulté qui est que, d'une part, il est de plus en plus clair qu'il n'y a pas de solution dans le cadre du système capitaliste et de ses institutions. Il faut donc une rupture, comme le dit la banderole sur la façade, là, il faut une rupture avec ce système, il faut donc quelque chose, un changement révolutionnaire par en bas, qui vienne bouleverser ce système, le rendre ingérable et favoriser l'émergence d'un système alternatif. Bon, mais ça c'est un vaste programme, et nous savons tous et toutes que cette perspective révolutionnaire, elle est à contre-pied par rapport au rapport de force actuel des luttes, pas seulement des luttes syndicales face aux patrons, mais des luttes sociales en général pour l'émancipation des opprimés, où les rapports de force se dégradent systématiquement, ça a été dit d'ailleurs dans la table ronde précédente, en faveur du patron et des forces réactionnaires, avec la montée d'un péril d'extrême droite qui est aujourd'hui, qui n'est plus du tout à négliger, notamment dans votre pays, c'est pas ici que je dois le dire. Donc, comment faire pour... Il y a un énorme fossé, un fossé entre la nécessité, je dirais, objective d'une solution, d'une alternative de type révolutionnaire et la réalité très difficile des rapports de force dans lesquels nous nous situons, et en particulier dans la classe ouvrière, il ne faut pas le nier, c'est clair, ça ressort clairement de ce que Sébastien a dit, et je dirais de façon encore plus particulière dans les secteurs industriels et énergétiques qui dépendent très étroitement
du capital fossile, du pétrole, du charbon, du gaz naturel, etc. Donc comment faire? Alors, je crois qu'il y a plusieurs pistes dans le débat qui ont été avancées. La première idée, et qui sont bien, je crois, la première idée, c'est l'importance de l'anticipation. Parce que, comme l'a dit Frédéric dans la table ronde précédente, je crois que c'est lui, trop souvent, la conscience écologique surgit dans la classe ouvrière, parmi les collectifs de travail, au moment où il est presque trop tard, où la boîte ferme. Et alors les gens se disent, il faudrait une alternative. Et puisque l'écologie, que tout le monde est tout de même conscient qu'il y a un problème très grave, les travailleurs qui ne sont pas plus bêtes que les autres, bien au contraire, se disent, mais trouvons une alternative qui soit à la fois sociale et écologique. Donc anticiper, c'est très important. Je dirais une deuxième chose. La deuxième chose, c'est l'importance de la lutte pour le secteur public. Elle ressortait aussi très clairement de la table ronde, et Sébastien vient de le répéter pour le secteur de l'énergie. Je crois que la bataille pour le secteur public est une bataille écologique, parce que la concurrence en soi est source de destruction, et notamment d'un surcroît d'émissions de gaz à effet de serre. Je me permettrai peut-être une suggestion. Je me demande si dans vos discussions syndicales, vous ne devriez pas réhabiliter le concept de contrôle ouvrier. Contrôle ouvrier ou contrôle par les collectifs de travailleurs et de travailleuses, pas uniquement par les ouvriers. J'ai l'impression que ce concept en France ne vit pas ou plus guère. Je pense qu'il est extrêmement important parce que c'est le chemin concret par lequel, sur les lieux de travail, il est possible de mobiliser et d'augmenter la conscience des travailleurs. Par exemple, sur les questions de santé au travail. Et à partir des questions de santé au travail, de dérouler tout le fil de la contestation du système capitaliste. Tu parlais de l'impact du réchauffement sur les conditions de travail. C'est un problème absolument majeur pour de nombreux secteurs. Le secteur du maraîchage, le secteur de la construction, du BTP. C'est aussi un problème hors du travail pour tous ceux qui ont des conditions de logement qui sont infectes dans des HLM, etc. Quand il y a une canicule, les gens étouffent littéralement. Donc je crois que l'idée du contrôle ouvrier, il y a pour ainsi dire deux conceptions. Il y a une conception que je qualifierais de bureaucratique où on fait un amalgame entre le contrôle ouvrier et ce que vous appelez en France le dialogue social. Et alors là, on noie le poisson, là on tue le contrôle ouvrier. Et puis il y a une autre conception où on convainc les travailleurs à partir de leurs problèmes concrets de dresser eux-mêmes, de contrôler eux-mêmes l'activité du patron. Combien on produit, à combien de travailleurs, combien d'heures on passe à ceci, combien d'heures on passe à ça, ou qu'est-ce qu'on met comme produit de substitution à la place des framboises dans les pailles, les pailles dorées, c'est comme ça. Les pailles dorées. Donc cette idée-là, je pense que cette idée du contrôle ouvrier, c'est le... Pourquoi c'est si important? Parce que je pense que c'est indispensable pour politiser, augmenter la conscience de classe et politiser dans le sens noble du terme, c'est-à-dire indiquer la voie d'un débouché politique. Parce qu'on ne va pas écologiser la production entreprise par entreprise et territoire par territoire. Tous les projets qui ont été évoqués aujourd'hui sont remarquables, mais ils se heurtent à des limites. Je prends un exemple, c'est pas pour polémiquer. Brûler des vieux meubles, des déchets de meubles Ikea, c'est excellent, c'est mieux que d'employer du pétrole ou du charbon pour produire de l'électricité. Mais ça incorpore, ça intègre le fait que la durabilité des meubles aujourd'hui, elle est ridicule. La durée de vie moyenne d'un meuble dans l'Union européenne aujourd'hui, c'est 50 ans. Moi, dans mon salon, j'ai une armoire qui date d'avant la Révolution française, elle est datée, signée. Donc voilà, donc il faut contester ce turnover du capital qui fait partie du productivisme, des produits jetables facilement. Donc ça montre les limites d'un projet comme EcoCombust. C'est bien que les travailleurs le produisent, je trouve qu'il faut appuyer à fond, ça montre leur intelligence, mais en même temps, si on veut résoudre le problème dans ce cas-ci de la durabilité du mobilier, il faut une solution au niveau du pouvoir politique qui impose des règles pour empêcher cette production pour le court terme, pour jeter rapidement. Donc il faut élever le niveau de conscience pour aller jusque-là, parce que la conquête du pouvoir politique est la clé pour aborder une transformation d'ensemble de la société, où, comme tu le disais fort justement, on redéfinit les besoins, parce qu'on ne peut pas dire que tous les besoins doivent être satisfaits. Il y a des besoins qui répondent
qui commandent des productions complètement inutiles, voire nuisibles. Alors on ne peut pas évidemment sacrifier l'emploi des travailleurs et des travailleuses qui produisent un engrais. Ok, on ne peut pas leur dire on ferme la boîte parce que c'est mauvais. Mais il faut les conscientiser du fait qu'il faut dépasser cette production basée sur les engrais, par exemple, et que pour ça, il faut un autre système politique, un autre système économique. Donc il faut conquérir le gouvernement. Il faut mettre en place un gouvernement social et écologique pour avoir une rupture avec le système capitaliste et sa logique. Donc une bataille idéologique. C'est une bataille idéologique, mais c'est une bataille idéologique qui ne se mène pas à coups de bouquin. Enfin, je ne me fais pas d'illusions sur l'importance de ce que moi je fais en écrivant de modestes ouvrages. Je suis content que ça vous aide et d'avoir été invité par les camarades. Je suis flatté de ça. Mais l'essentiel, c'est ce que vous faites à partir de ça, en le critiquant, en le dépassant, en l'alimentant. C'est de ça que ça dépend. C'est pas de ce que les intellectuels produisent sur du papier, parce que rien n'est plus facile que de noircir du papier. Sébastien, la CGT va fêter ses 120 ans dans pas longtemps et on a l'habitude dans ce mouvement d'opposer emploi et écologie. Est-ce encore le cas en 2024 ? Ça dépend de quel côté on se passe, finalement. Mais moi, je ne crois pas une seule seconde que du côté des travailleuses et des travailleurs, on soit sur cette idée, en fait, on soit sur cette opposition. Après, il faut avoir raison garder. Quand on est dans une entreprise, quelle qu'elle soit, et qu'on nous annonce une fermeture pour délocaliser, et que les raisons invoquées, c'est que les normes environnementales qui sont imposées à cette entreprise, elles coûtent cher, et que donc on délocalise pour que, justement, on poursuive la production, et qu'on ne soit pas contraint de payer à l'État les taxes par rapport aux normes environnementales, c'est catastrophique. Et là, l'opposition, qui c'est qui l'a fait? C'est pas les travailleuses et les travailleurs, eux, ils la subissent par contre. Donc on a besoin aujourd'hui d'abord d'avoir des politiques qui est une véritable stratégie qui prend du sens quand on dit qu'on impose des normes environnementales à des entreprises. Comment on les contrôle? Comment on les contrôle pour qu'ils soient appliqués? Et comment on les contrôle pour que les taxes, elles soient versées? Parce qu'en fait, 200 milliards d'argent public qui sont versés l'année dernière aux multinationales, pour la plupart. C'est sûr qu'après, elles peuvent payer les taxes environnementales. On leur a donné tout ce qu'il faut pour pouvoir les régler. Mais les petites PME et PMI qui ont déjà des difficultés à pouvoir avoir une durabilité dans leur activité, mais elles, en fait, c'est celles qui sont les plus... c'est à elles qu'on impose le plus de contraintes. Par contre, quand elles font appel à de l'argent public pour l'innovation, pour de l'investissement, ou transformer l'appareil productif, il y a une fin de non-recevoir. Ça, c'est catastrophique. Donc, il y a une opposition, mais elle ne se situe pas au niveau des travailleuses et des travailleurs, elle se situe, je l'ai dit tout à l'heure, au niveau du capital, parce qu'ils sont remplis de contradictions, ils organisent des contradictions pour leurs biens et surtout pour leurs dividendes. Et enfin, tout à l'heure, Daniel citait quelques exemples de, justement, évolution nécessaire et incontournable, finalement, pour l'environnement et puis pour l'écologie. On a une nécessité aujourd'hui, c'est cette prise de conscience, comment on l'organise, comment elle peut se faire le plus rapidement possible, mais sans non plus se dire que on le fait précipitamment parce que c'est imposé par le capital. C'est comment on se réapproprie ces enjeux dans un système que l'on veut transformer, que l'on combat. C'est pour ça qu'on organise les luttes, parce qu'il est néfaste pour la société et pour l'environnement. Donc cette conscientisation de la classe ouvrière, elle existe, elle est réelle, elle se fait, mais on doit l'organiser de manière beaucoup plus territoriale, beaucoup plus locale, pour que justement on soit, nous, dans l'innovation de ce que le capital, lui, veut faire demain. C'est-à-dire que nous, on est dans la construction d'une société où tout le monde s'épanouit,
tout le monde peut vivre de son travail, tout le monde travaille pour la réponse aux besoins et pas pour la surproduction de ceux qui veulent, par le système, s'enrichir sur ceux qui produisent les richesses. On a parlé tout à l'heure on a parlé tout à l'heure de droits sociaux, comment on lie les droits sociaux et environnementaux. Il faut surtout éviter qu'on soit dans la construction demain de projets et pour transformer l'appareil productif simplement pour la prise en compte des enjeux environnementaux et pas des enjeux sociaux. On doit travailler les deux. Parce que si on ne travaille pas les deux, ça veut dire que nous, organisations syndicales, qui luttons pour les 32 heures, qui luttons pour des augmentations de salaire, qui luttons pour un meilleur système de retraite, toutes ces luttes que l'on organise au quotidien, parce qu'il y a un sens dans la transformation de la société, il y a aussi un sens pour qu'on puisse vivre dignement de son travail et qu'on soit protégé tout du long de la vie, qu'on soit aujourd'hui un travailleur ou qu'on soit dans une période malheureusement sans emploi parce qu'il y a eu délocalisation, parce qu'il y a eu arrêt de production, voilà. Et donc cette protection tout au long de la vie, elle se fait aussi, elle s'organise avec une orientation que porte la CGT autour du travail, du nouveau statut du travailleur salarié et qui englobe forcément la sécurité sociale professionnelle et la période de la naissance jusqu'à la mort avec une protection vraiment du début jusqu'à la fin. Et ça, c'est fondamental. Daniel évoquait la possibilité des salariés, des syndicalistes d'agir dans l'entreprise, et je pensais tout de suite au rôle des élus dans les CSEC. On a c'est pas une impression, c'est vraiment un constat. On voit bien que ce pouvoir des salariés, des délégués syndicaux dans les entreprises est minimisé depuis des années. Le pouvoir capitaliste et libéral s'attaque à cette représentation et à ce pouvoir de dénonciation. Il crée les conditions, de par ses stratégies politiques, le système néolibéral crée les conditions, justement, de ce que tu dis. Et on l'a vu, nous, en France, avec les ordonnances Macron et la loi travail. Et d'ailleurs, on va avoir la loi travail 2 qui devrait arriver au mois d'octobre-novembre. Il n'y a rien qui va aller dans le sens d'améliorer les conditions des délégués syndicaux ou de l'exercice dans les mandats des élus dans les comités économiques et sociaux, par exemple. Daniel parlait de réhabiliter par le contrôle ouvrier. Ouvrier, pardon. Là, à la CGT, on porte cette idée de démocratiser l'entreprise, c'est-à-dire avoir le droit d'intervention par les élus représentants du personnel dans les conseils de surveillance et les conseils d'administration. Mais le droit d'intervention sur les stratégies des entreprises, sur le contrôle des stratégies des entreprises et le pouvoir de décision qui soit d'égal à égal entre les représentants des travailleuses et des travailleurs et puis les employeurs. Et donc, à la question que tu poses, Stéphane, il y a besoin aujourd'hui de donner plus de moyens aux représentants et aux élus du personnel pour notamment agir dans les comités économiques et sociaux sur le respect des normes environnementales, puisque c'est prévu par la loi. Mais le problème, c'est que, je l'ai vécu, certains camarades me disent « Mais Sébastien, tu te rends compte, si on fait ça, on va contraindre nos entreprises à délocaliser demain et donc on va perdre nos emplois. » Mais non, il faut justement contraindre les entreprises à respecter les normes environnementales, mais surtout gagner par la lutte et puis la conscientisation et l'aide politique, par les élus notamment, que l'État, avec dans ses politiques publiques, il puisse aider les entreprises qui, parce que les normes environnementales sur lesquelles elles ne se sont pas forcément penchées et elles n'ont pas travaillé, ont un coût, mais derrière, ça ne doit pas venir punir le développement et les stratégies sur les investissements et donc contraindre les travailleuses et les travailleurs de perdre leur emploi. Ça, c'est pas possible. Le problème, c'est que ce que je suis en train de raconter, c'est la réalité du quotidien
de beaucoup de travailleuses et de travailleurs. Alors, j'ai une question qui n'était pas prévue, mais je te la pose quand même, Daniel, parce qu'on a parlé du rôle des salariés dans les entreprises, mais dans nos sociétés occidentales, la place des retraités est importante. Quel rôle peuvent-ils jouer? C'est une question personnelle, ça. Aussi. Ils peuvent écrire des choses, s'ils ont des connaissances, ils peuvent les mettre à disposition des publics intéressés. Mais je pense que ta question, elle porte plus largement sur la combinaison, l'articulation entre la lutte proprement syndicale et les autres mouvements sociaux. Je pense qu'en fait, on peut l'élargir dans ce sens-là. Et je pense que cette articulation-là, elle est décisive aujourd'hui. Et je trouve que dans votre région, il y a un exemple qui le montre de façon magnifique, c'est l'exemple de la lutte contre l'aéroport, cet aéroport dingue de Notre-Dame-des-Landes, et la manière dont on a articulation entre les zadistes, les riverains, les petits agriculteurs autour sur le site, et puis la CGT de Vinci, alors que Vinci devait construire l'aéroport, et la CGT de Vinci qui décide d'appuyer la lutte contre l'aéroport. Je trouve ça avec une démarche du comité anti-aéroport vers la CGT de Vinci. Il fallait qu'il y ait des gens dans ce hors syndicat qui se disent tiens, mais oui, le syndicat est important, on va aller voir le syndicat, donc chapeau. Et puis chapeau une deuxième fois parce qu'ils ont sonné à la bonne porte, c'est pas pour vous passer la brosse à reluire, mais ils sont tombés sur une équipe syndicale qui était ouverte aux préoccupations, qui ont écouté et qui ont rejoint la lutte contre l'aéroport, pas pour des raisons opportunistes pour emmerder Macron, mais pour des raisons de fond, après un débat approfondi. Donc je trouve c'est remarquable comme exemple. Et je pense qu'il faut en tirer toutes les leçons. Et là, je serai un peu plus nuancé que ce que dit Sébastien. Je ne crois pas que cette révolution écosociale ou écosocialiste nécessaire, ou que cette rupture anticapitaliste et écologique nécessaire sera un long fleuve tranquille. Je pense qu'inévitablement, il y aura des frictions. Et il faut voir comment on les gère, ces frictions-là. Il y aura des frictions entre des collectifs écologiques radicaux qui veulent arrêter des productions nuisibles ou inutiles, et puis les travailleurs qui sont dans ces entreprises-là. Donc il faut créer des lieux de débat, comme le disait le camarade d'attaque, des lieux où on peut échanger, etc. Mais même si on crée ces lieux-là, je pense inévitable qu'il y ait par moment, il n'y a pas d'état-major qui commande avec une baguette pour dire voilà, maintenant ça va être le moment, tout le monde est prêt, on attaque la symphonie tous ensemble. Non, il va y avoir des initiatives qui vont parfois marcher sur les pieds des autres, dans les deux sens. Et je crois que c'est absolument inévitable. Et on ne peut dépasser cette situation que par l'expérience des luttes et en articulant les luttes de territoire avec un projet global de transformation de la société. Alors, peut-être encore une nuance avec ce que Sébastien vient de dire, mais je ne suis plus, moi, dans l'activité, je suis plus actif, je suis retraité. Je pense qu'il faut faire attention aux idées de démocratisation de l'entreprise. Je ne sais pas exactement quelle est la doctrine de la CGT là-dessus, mais il y a un mouvement international autour de l'idée qu'il faut démocratiser l'entreprise, donc il faut des parlements d'entreprise où les travailleurs et les employeurs votent à parité des voix. Et je pense que c'est une idée qui est portée par un collectif de chercheurs, d'académiques, de sociologues, d'économistes, etc. Et je pense que c'est une idée très dangereuse. Je pense qu'elle entre en écho, en résonance avec une aspiration à participer à la décision, qui est une aspiration légitime de tous les collectifs de travailleurs, mais c'est un piège, parce que si les travailleurs sont associés à la décision, pour autant qu'ils puissent l'être, ils vont se mettre en concurrence l'un avec l'autre, d'une entreprise à l'autre. Et alors là, c'est la fin de l'interprofessionnel et des solidarités indispensables à la rupture et à la transformation globale au niveau de l'entreprise. C'est pour ça que je pense que la notion de contrôle ouvrier, vue dans sa version de combat, vue dans sa version de lutte, de contestation, de contre-pouvoir, plutôt que de partage du pouvoir, je pense que ça, c'est en fait la grande voie, la voie royale, je dirais, pour
augmenter la conscience de classe des travailleurs sur l'angle éco-social ou éco-socialiste. Et peut-être j'anticipe sur une question que tu vas poser après, Stéphane, je ne sais pas. Il y a des chances, alors je vais être bref, mais je pense que à première vue, les enjeux environnementaux apparaissent comme une difficulté pour le monde syndical, pour les travailleurs. Mais si on y réfléchit de façon plus approfondie, c'est une chance. C'est une chance. Parce que le syndicalisme aujourd'hui, il est sur la défensive dans la société. Son écho dans l'opinion publique large, y compris dans des couches opprimées, par exemple chez les retraités ou dans la jeunesse, en particulier dans la jeunesse, cet écho est faible. Et la question écologique, l'angoisse face à la catastrophe ou au cataclysme, elle est très prégnante dans la société. Donc si le syndicalisme développe un éco-syndicalisme, il va augmenter son écho, son influence, son rayonnement dans la société, il va se créer de nouveaux alliés, il va créer de nouvelles articulations avec de nouveaux mouvements sociaux et il va crédibiliser son message anticapitaliste. Je crois ça c'est vraiment un enjeu qui est, pour moi ça donne tout le sens à ce que les camarades ici du collectif éco-syndical ont mis sur pied et essayent de développer. Je pense que ça, je me trompe peut-être, je pense que ça va augmenter, améliorer le rapport de force du syndicat dans la société par rapport à la situation actuelle. C'est ce que nous allons voir tout de suite avec Sébastien, puisque le 28 mai prochain, la CGT va présenter son plan d'action syndicale politique pour l'industrie et l'environnement. Alors, j'imagine qu'il va être débattu, donc il ne va pas nous donner les conclusions de ces échanges, mais les grandes lignes. Les grandes lignes, c'est ce que tu dis, Daniel. Dans cette idée d'être finalement, d'avoir le monde du travail qui réfléchit, qui instruit, qui construit des projets, qui en fait s'inscrit dans une dynamique d'évolution, de transformation nécessaire. C'est vrai que c'est pas forcément l'activité du quotidien des militants que nous sommes à la CGT, comme dans d'autres organisations syndicales, j'imagine. Mais en attendant, l'idée des États généraux, c'est aussi de contribuer comme étant une étape de prise de conscience. Et de mettre en évidence un plan de travail incontournable pour l'industrie et l'environnement, dans cet état d'esprit de dire on doit construire, mais pas construire pour produire pour produire. C'est comment on transforme notre appareil productif, comment on innove, comment on reconvertit à partir de cette ambition qui est de dire on se préoccupe des enjeux sociaux et environnementaux. Voilà, donc c'est un peu cette idée autour des États généraux, et on va l'organiser aussi sur comme aujourd'hui, c'est-à-dire un débat avec des invités qui viendront apporter leur contribution sur le sujet. Mais par contre, on va aussi inviter les candidats aux élections européennes, hormis le Rassemblement national, pour, à partir des propositions que la CGT porte pour réindustrialiser, mais aussi se préoccuper des enjeux sociaux et environnementaux, contraindre justement les candidats aux élections européennes à préciser à tous les participants de ces États généraux comment demain, s'ils sont élus au Parlement européen, ils vont, à l'écoute des travailleuses et des travailleurs, porter leurs paroles et puis surtout faire bouger les lignes d'une Europe qui a organisé l'austérité, a complètement désorganisé à désorganiser les États européens, et puis pour ce qui nous concerne en France, à contribuer à la délocalisation, à la perte de la souveraineté industrielle, enfin tout ce qui aujourd'hui nous conduit à exprimer, nous, à la CGT, cette nécessité de relocaliser et de réindustrialiser la France, mais encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, pas sur le modèle voulu par les politiques néolibérales, mais bien sur quelle réponse aux besoins et quelle société de demain. Voilà, donc c'est ça l'idée. Je ne veux pas aller plus loin, sauf à inviter pour les adhérents de la CGT à vous inscrire avec vos syndicats, vos unions locales, vos unions départementales ou vos fédérations, à participer à ces états généraux
parce que ça sera une étape pour construire demain donc, notre plan syndical d'action pour l'environnement, qui va quand même organiser aussi des débats nationaux et dans les territoires. Des débats qui sont justement en lien avec enjeux sociaux et environnementaux, et je pense notamment aux questions autour des enjeux de l'eau, qui sont fondamentaux, des questions de l'industrie de la santé, l'industrie de l'agriculture, l'énergie. Donc on a besoin dans la CGT de pouvoir parler d'une seule et même voix par le débat. Alors, bien entendu, il y a des contradictions, mais le débat doit justement nous aider à dépasser nos contradictions pour que demain, on puisse avancer sur ces enjeux et travailler autour des besoins des citoyennes et des citoyens et comment on travaille dans les territoires justement à cette réponse-là par la construction de projets en territoire. Tu souhaites apporter une précision, Daniel? Oui, je pense, à propos des mouvements sociaux, je crois qu'il faut souligner un aspect dont on n'a pas encore parlé, le rôle des femmes. Je pense que c'est un rôle qui est sous-estimé. Je pense qu'il y a des études sociologiques maintenant dans les journaux, notamment pour la France, qui montrent l'écart croissant d'opinion politique entre les jeunes femmes et les jeunes hommes. Et c'est la même chose dans le monde anglo-saxon. C'est un effet de MeToo, la campagne MeToo. C'est aussi un effet des discriminations concrètes dont les femmes sont victimes dans la société, et notamment sur le marché du travail, avec l'intensification des règles néolibérales. Et donc, l'incorporation, la prise en compte, le fait d'assumer les revendications d'émancipation des femmes, dans le mouvement syndical est un des moyens de jeter ces ponts vers d'autres organisations, d'autres mouvements sociaux dans la société et d'améliorer le rapport de force. Et à cet égard, je crois qu'il faut être ouvert à toutes les élaborations que je connais mal, je le reconnais, mais du courant éco-féministe, la vidéo, non, l'enregistrement du témoignage de Vincent Daubonne dont on peut profiter ici à côté, vaut vraiment le détour. Voilà, donc je pense que c'est un truc à souligner. Et il y a un autre aspect dont on n'a pas parlé, c'est le rôle des petits paysans, ceux qui sont affiliés à Via Campesina, à la Confédération paysanne en France. Là aussi, il peut y avoir des frictions avec le monde du travail, bien sûr, mais ces frictions peuvent être dépassées par un projet d'écologisation du syndicalisme. Et dernière chose que je voulais dire, ce projet d'écologisation du syndicalisme n'implique pas nécessairement d'inventer l'eau chaude en termes de revendications. Par exemple, là, tu parlais tout à l'heure, Sébastien, de la réduction radicale du temps de travail, les 32 heures, on pourrait même aller au-delà des 32 heures, la demi-journée de travail. Pour ma part, c'est une revendication sociale, mais c'est une revendication écologique. Parce que si on dit aujourd'hui que la situation est tellement grave qu'il faut accepter de produire moins pour produire autre chose et réduire les inégalités sociales, ben si on produit moins, il faut travailler moins. Et il faut y coupler le maintien du salaire. Et je dirais même les revendications salariales aujourd'hui sont des revendications écologiques. Pourquoi? Ça paraît stupide de dire ça, mais le pourcent le plus riche de la planète émet plus de CO2 que les 50% les plus pauvres. Donc si on arrache à ce pourcent le plus riche une partie de sa plus-value, que la transforme en salaire, ce que nous allons faire avec les salaires arrachés à la plus-value va émettre moins de CO2 que ce que les riches en font. C'est absolument évident. Ça ne suffit pas, mais tout ça, je crois que c'est important de s'assimiler ces notions-là pour sortir de cette opposition entre le social et l'environnemental. Alors, comme je veux qu'on consacre également un temps d'échange avec les personnes présentes, regarde le micro, Daniel. Il faut que, rapidement, en une minute ou deux, tu nous expliques en quoi l'éco-syndicalisme peut être un moteur pour atteindre les utopies concrètes que tu développes. Mais je crois que la réponse ressort clairement du débat. Enfin, il n'y a pas besoin de développer beaucoup. La place du travail dans nos sociétés, ou la place du monde du travail, est absolument centrale. Il faut changer de mode de production et de reproduction.
le mode de production, ça inclut aussi la reproduction, et on ne va pas faire ça sans les travailleurs et les travailleuses. Ceux qui s'imaginent qu'on peut contourner le monde du travail, les travailleurs et les travailleuses, pour changer de mode de production et de reproduction, ils vivent sur la planète Mars, où ils se mettent le doigt dans l'œil jusqu'à leur au-delà. Enfin, ça me semble absolument évident. Et donc, l'écologisation du mouvement ouvrier et l'écologisation du syndicalisme a une place absolument stratégique dans une vision écosociale ou écosocialiste. Alors, pendant qu'on va faire passer un micro dans l'assistance, je voudrais que tu nous dises 2 mots sur Berta Cáceres, à qui tu as dédié un livre. Berta Cáceres est une militante écologique du Honduras, assassinée en 2016, parce qu'on est bien d'accord que s'attaquer au système capitaliste, cela ne va pas se faire tout seul. Et la répression syndicale que l'on a vécue en France, que ce soit pour les militants syndicaux ou les militants écologiques, est quelque part un petit peu la même. Oui, je ne suis pas capable de répondre à ta question. Je dois l'avouer, parce qu'avec l'âge, je deviens de plus en plus émotif. Et j'ai difficile à contrôler mes émotions, et c'est typiquement le genre de sujet sur lequel je ne les contrôle pas. Donc voilà, plutôt que de vous infliger le spectacle lamentable de ma liquéfaction en public, je préfère vous renvoyer à la petite note qui figure dans l'ouvrage que j'ai co-dirigé avec Michael Leby, Lutte écologique et sociale dans le monde. Il est dédié à la mémoire de cette femme. Et il y a une notice expliquant le combat admirable qu'elle a payé de sa vie. Sébastien, toi-même, tu as fait l'objet d'auditions à la gendarmerie de Montmorency à l'automne dernier. S'attaquer au système capitaliste, qu'on soit syndicaliste ou militant écologique, c'est s'attaquer à ce système. Oui, totalement. De toute façon, il est clair que du moment qu'on organise la lutte, qu'on la mène et qu'on combat le système néolibéral en place, il y a toute une organisation qui, comme un rouleau compresseur, voilà, et enfin, j'allais dire nous écrase, c'est pas forcément le mot, mais en tout cas, se met en travers notre chemin et trouve toujours des parades pour que pendant qu'on est convoqué à la gendarmerie, à la police, devant les tribunaux, ça permet de stopper ou en tout cas de freiner une lutte qui est menée par les travailleuses et les travailleurs. Je crois que d'abord, il ne faut surtout pas lâcher. Ça, c'est en tout cas mon point de vue, même si être convoqué, quel que soit le lieu, c'est toujours un moment désagréable, mais c'est surtout parce qu'on affiche aujourd'hui dans la société, collectivement bien entendu, c'est important de le préciser, une opposition de classe qui est fondamentale si on veut changer la société. Donc pour ce qui me concerne, ça ne m'a surtout pas freiné. Je pense même que ça m'a donné encore plus de baume au cœur. Et en tout cas, ça m'a convaincu qu'on était sur le bon chemin. Maintenant, vous l'avez vu, hein, on l'a même vécu, de nombreux camarades dans les syndicats, des premiers dirigeants de syndicats, dans les unions départementales, les fédérations. Alors bien entendu, en tout cas, je vais prêcher par ma paroisse parce que c'est la réalité. C'est souvent, et très souvent, les militants de la CGT. Au niveau local et national. Mais voilà, on est dans le vrai, et puis surtout, ce qui est fondamental pour continuer, c'est que toutes ces attaques, il faut les combattre. Donc lutter pour les libertés syndicales, lutter contre les criminalisations, et ça sera d'ailleurs un des slogans que l'on va porter haut et fort autour du 1er mai, avec d'autres organisations syndicales qui, avec la CGT, seront rassemblées un peu partout en France.